par l'impact. Quand on dit impact, c'est qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, on a dit l'impact est l'effet immédiat, que ce soit à moyen ou à long terme, que l'aménagement, donc qu'il soit prévu. Exemple, le défrichement de la zone à mettre en culture ou non. Exemple, disparition des biotopes dans la faune, plutôt pour la faune, introduction de parasites pour l'homme, les animaux ou les plantes. Ou bien qu'il soit bénéfique ou néfaste. Donc, il provoque sur son environnement d'accueil, sa périphérie immédiate ou éloignée. Donc, pour les diapos, je vous l'ai dit, hein, il ne faut pas trop vous concentrer au moins pour écrire et tout. On va vous transmettre toutes les présentations. Surtout, concentrez-vous sur les mots pour noter les questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose après les explications ou après les lectures de certains paragraphes, vous notez les questions. On va revenir sur ça. Bien, donc, on a dit en termes d'impact sur l'environnement, on pense très souvent aux effets secondaires pervers des aménagements. Mais il peut y avoir des effets bénéfiques que l'expérience, la connaissance d'autres cas et la recherche de tous les éléments du milieu pourraient permettre de prévoir. Maintenant, là, on vient de terminer avec cette première partie concernant l'environnement. Souvent, si on a le temps, comme on vient de donner les thèmes là, je vais encore vous donner des TD, travaux dirigés, mais je vous demande de noter cette partie. Je souhaite à personne, mais s'il arrive qu'il y a des gens qui n'ont pas pu valider le master et qui vont reprendre ce qu'on appelle les rattrapages, ce sont les rattrapages, on peut me demander de choisir aussi souvent des sujets. Je peux prendre par exemple une question de mes travaux dirigés là. Donc, pour ceux qui auront le temps, la possibilité de le faire, il n'y aura pas de problème. Je suis aussi ouvert pour corriger cela, mais je ne vais pas le noter. Voilà, par exemple, énumérer les problèmes environnementaux. Il y a deux thèmes ici, à l'échelle mondiale et à l'échelle africaine. Donc, on peut faire un grand tableau en paysage, d'énumérer tous ces problèmes. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Et quand on met les problèmes, on met aussi les causes de ces problèmes. Et enfin, quelles solutions peut-on envisager pour ces problèmes? Si on était en classe, donc c'était des travaux dirigés et j'allais au moins regrouper certains en donnant au moins des thèmes de travail pendant 15 minutes, 20 minutes comme ça pour qu'on puisse échanger là-dessus. Mais vous voyez encore en ligne, ça c'est des choses qui ne sont pas très faciles. Donc, vous pouvez noter, si vous avez le temps de traiter, pour ceux qui seront courageux, et aussi de faire l'exercice là, et m'envoyer par email. Je vais prendre plaisir pour les lire, les corriger. Maintenant, deuxième partie, le développement durable. On vient de voir l'environnement. On a donné quelques définitions. S'il vous plaît. Allez-y. Vous allez partager après ce cours avec nous, comme je n'ai pas pu noter. Oui, oui. Ici, oui, je vais partager les cours. Si vous voulez faire une capture d'écran chez vous, vous avez la possibilité de faire capture d'écran, non? Ok, oui, c'est fait. Merci beaucoup. Maintenant, c'est bon? Voilà. Oui. Ok, d'accord. Le développement durable. Donc, je vais d'abord vous demander à deux participants de définir ce que c'est que le développement durable. Parce que le développement, on le sait déjà. Mais on a ajouté un terme durabilité, développement durable. OK, et je vais prendre deux participants, volontaires toujours. Hein. On va prendre qui? Alors, qui est volontaire pour répondre? Développement durable. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, je vais me jeter voir. Ah, ne faut pas te jeter, hein. Sinon on va t'apporter. Ok. Ok, allez-y. Bon, Rappelle-nous votre nom là, s'il vous plaît.
Abdoulaye Traoré. Abdoulaye Traoré. Oui. Abdoulaye Traoré, allez-y. Oui. Bon, moi, je dirais que c'est un mode de développement qui répond. Ok. Qui répond aux besoins des générations présentes. Ok. Voilà, sans compromettre quoi, sans compromettre la capacité. Oui. Sans compromettre sa capacité quoi. Compromettre la capacité de qui? Oui, des générations quoi. De quelle génération? Des générations futures quoi. Futures, ok. Oui. Oui. Ok. D'accord. C'est bien noté. M. Traoré, c'est bien noté. Merci. Okay. Bien. Un deuxième intervenant. Professeur. Allez-y. Développement durable. Rappelez-nous votre nom. C'est Mohamed Al-Khalifa Ag Mohamed. Allez-y, Mohamed Al-Khalifa. Si on prend les deux termes, développement et durable. Développement, c'est tout ce qui peut apporter un impact positif à la population, tel que les projets. Mais si on parle de la durabilité, c'est un projet qui a un impact à long terme, quoi. Qui aura des effets sur toute la population. Je pense que c'est un peu ça. D'accord. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà bien ce qu'ils ont dit, les deux intervenants. Donc, on va lire ce qui est dit dans les cours ici. Donc, comme vous voyez, on a dit ce que Abdoulaye a dit, le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, cette définition a été donnée par les rapports de Brundtland réalisé par la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement, les CNU dans 87. Donc, c'est la première définition qui a été donnée sur le développement durable. Donc, le développement durable est ainsi une dynamique de changement qui répond de façon équitable aux besoins fondamentaux des populations actuelles en s'appuyant sur leur participation active et sur le maintien et l'amélioration des écosystèmes planétaires dans le respect des générations futures. Alors, on dit ici, en effet, une action très profitable, c'est très important de noter cette partie, dans les courts termes, peut s'avérer désastreuse dans le long terme. L'analyse environnementale ne saurait donc se passer d'une vision prospective du futur. Donc, si on était, par exemple, aussi en classe, j'allais au moins prendre 5-6 minutes sur ça et demander de projeter, c'est-à-dire faire une prospection, on appelle ça la prospective. Si on prend au moins, comment on appelle ça, un impact, que ce soit une usine quelque part, et on va se projeter en 10 ans, en 20 ans, quel peut être l'effet de cette usine. Pas uniquement l'effet négatif, hein, que ce soit positif, négatif, et jusqu'à l'arrêt de vie de l'usine. Parce que souvent, les productions industrielles ont aussi une durée de vie. Même si c'est 50 ans, 60 ans, ils ont une durée de vie. Donc, il y a l'arbre de prospective. L'arbre de prospective, on trace l'arbre et en schématisant tous les événements susceptibles d'arriver, tous les événements, jusqu'à l'arrêt définitif de l'infrastructure, par exemple. Donc, il est très important de combiner ce développement durable-là avec cette perception du futur, toujours. Donc, on a dit ici, le développement durable s'articule sur 4 principes éthiques. Il y a d'abord la satisfaction des besoins humains fondamentaux, la participation active des populations, l'équité entre les générations actuelles et les générations futures, la pérennité des écosystèmes. Donc, on va voir plus bas les 3 piliers
du développement durable. Donc, ces trois piliers, on a dit l'objectif même du développement durable, c'est le maintien de ces trois piliers dans toutes les actions et modifications actuelles, tant aujourd'hui qu'à l'avenir. Ces trois piliers, nous avons le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental, qu'on appelle aussi le pilier écologique. Le pilier économique, on a dit l'économie est un pilier qui occupe une place prééminente dans nos sociétés de consommation. Le développement durable implique la modification des modes de production et de consommation en instruisant des actions pour que la croissance économique ne se fasse pas au détriment de l'environnement et du social. Maintenant, le pilier social ou encore le pilier humain. Donc, le pilier social, c'est le pilier humain. Le développement durable englobe la lutte contre l'exclusion sociale, l'accès généralisé aux biens et aux services, les conditions de travail, l'amélioration de la formation des salariés et leur diversité, le développement du commerce équitable et local. Je vais revenir sur le commerce équitable et local. Je vais d'abord vous poser des questions et ensuite présenter des petites vidéos sur le commerce équitable. Maintenant, le troisième pilier, le pilier environnemental ou le pilier écologique. Il s'agit du pilier le plus connu. Le développement durable est souvent réduit à tort à cette seule dimension environnementale. C'est très important que vous notez cela. Il est vrai que dans les pays industrialisés, l'environnement est l'une des principales préoccupations en la matière. Nous consommons trop et nous produisons trop de déchets. Et rejetons dorénavant les actes nuisibles à notre planète pour que notre écosystème, la biodiversité, la faune et la flore puissent être préservés. Maintenant, les trois piliers, voici le schéma des trois piliers du développement durable. Vous voyez, on a le pilier économique, le pilier social et le pilier écologique. Donc, on a fait, vous voyez les quatre mots qui sont là-dedans. Il faut que ça soit vivable, et ça soit équitable, et ça soit viable. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui va donner ce qu'on appelle la durabilité. Que ça soit vivable, ça soit équitable, et ça soit viable. Maintenant, je vais d'abord, avant que je vous donne la parole pour des éventuelles questions par la suite, je vais d'abord vous poser la question si vous savez ce que c'est que le commerce équitable. Qui a une notion sur le commerce équitable? Oui. Allez-y. Oui, allô, allez-y. Ok, d'accord. Bon, et chaque fois quand vous parlez, s'il vous plaît, vous pouvez dire votre nom. Pourquoi? Parce que même si on se déconnecte, si c'est enregistré, alors à chaque fois on va savoir qui a parlé. Voilà. Abdoulaye Betraoui. Allez-y toujours. Voilà, donc moi je dirais que c'est la gestion économique. Voilà, dans lesquelles c'est-à-dire que la puissance, c'est-à-dire que la partie la plus puissante voilà, va s'engager à respecter les intérêts de la plus petite puissante. Oui. Ok, d'accord. Là où le plus puissant respecte l'intérêt du faible, quoi, de la partie faible. Ok, d'accord. Maintenant, qui d'autre? Ah oui. Oui, professeur. Oui. Voilà. Donc, moi, Hervé, c'est Hervé. Allez-y. Voilà. Donc, ici, quand on dit équitable, c'est déjà l'équité et c'est un commerce qui doit respecter les règles de la concurrence. Les règles de la concurrence. Voilà. Voilà ce que je voulais ajouter.
Merci. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a acheté, par exemple, un produit équitable? Est-ce qu'il y a un participant, par exemple, lors d'un séminaire, parce que généralement en Afrique, c'est un peu rare, on voit ça en Occident. On voit dans les supermarchés produits équitables. Est-ce que quelqu'un a eu au moins acheté un produit équitable? Si oui, c'était où? Est-ce que ma question a été comprise? Voilà, si vous dites produit équitable, là, c'est, je ne sais pas, c'est par rapport à... Si, mais le produit équitable, c'est le produit issu du commerce équitable. Ok. Donc, on comprend. Voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est labellisé, hein. Le commerce équitable est labellisé. Le commerce équitable, c'est bien, on sait que qui est dans le domaine, c'est comme, c'est pas n'importe qui est habilité à le faire, quoi. C'est comme au niveau d'une entreprise, la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Alors, c'est des normes qui sont là, établies et tout. Voilà, donc, je vais vous donner des indications sur ce que c'est que la RSE avant la fin de ce cours-là. OK, donc je vais présenter les deux vidéos. Après, on va faire des commentaires. Le commerce équitable vise à établir des relations commerciales plus justes entre pays du Nord et pays du Sud. Le concept, apparu après la Seconde Guerre mondiale, reçoit sa première certification en 1988 au Mexique. Une coopérative de producteurs de café de l'État de Oaxaca s'associe à une ONG néerlandaise pour créer le label Max Havelaar, du nom d'un héros de roman. Le principe était simple. L'ONG achète le café à un prix fixe, déconnecté. Le son est parti. Attendez, bon, je cherche même, c'est une vidéo, quoi. Je vais partager là. C'est une vidéo. Ça n'affiche pas sur l'écran de partage, quoi. Je vais voir. Le commerce équitable vise à établir des relations commerciales. Le commerce équitable vise à établir des relations commerciales plus justes entre pays du Nord et pays du Sud. Le concept, apparu après la Seconde Guerre mondiale, reçoit sa première certification en 1988 au Mexique. Une coopérative de producteurs. Voilà. S'il vous plaît, notez bien la question, s'il vous plaît. De café de l'État de Oaxaca s'associe à une ONG néerlandaise pour créer le label Max Havelaar, du nom d'un héros de roman. Le principe était simple. L'ONG achète le café à un prix fixe, déconnecté des aléas du marché, qui doit permettre aux producteurs de vivre de leur travail. Une partie de l'argent sert à financer des écoles ou des centres de soins, par exemple. En supprimant la plupart des intermédiaires, on réduit le coût de distribution. L'idée est aussi de fournir des produits de qualité tout en respectant l'environnement.
Au départ, le commerce équitable ne concernait que quelques produits, café, bananes, thé et sucre. Aujourd'hui, il existe des vêtements ou encore de baskets équitables et même un smartphone. En tout, plus de 30 000 produits. Les entreprises se sont intéressées au concept. C'est devenu un business. La vente de produits équitables représente 4,8 milliards d'euros en 2012. 1,3 million de producteurs et travailleurs en bénéficient dans 70 pays. Mais la pratique soulève des critiques. Opacité des labels qui se multiplient, prix plus élevés, ou distributeurs qui augmentent leur marge sur ces produits prisés par les consommateurs. Ok. Notez, je vais encore présenter la deuxième vidéo. Donc, vous notez toujours. Ce qu'il fait du bien, ce petit café. Oui, il fait du bien. Ce qu'il fait du bien, ce petit café. Oui, il fait du bien, tu as raison. Et comme tu le sais, tu n'en bois même pas. Il te fait du bien quand tu le bois, mais il est bon aussi pour ceux qui le produisent, car il provient du commerce équitable. Reconnu internationalement depuis 50 ans, le commerce équitable s'est beaucoup développé. En revanche, ses principes fondateurs, eux, restent immuables. D'abord, un prix juste calculé sur le coût de production et qui ne peut pas être inférieur à ce coût de production. Nous avons également une prime visant à financer des projets collectifs comme l'achat de matériel pour améliorer les styles de production. Et nous avons également un partenariat sur la durée. Des principes qui permettent aux petits producteurs des pays du Sud de mieux vivre et de s'inscrire sur le marché mondial, le tout en préservant l'environnement. Je dirais qu'il y a un grand respect des critères environnementaux, gestion des déchets, des sols, de l'air, protection de la biodiversité, encouragement de l'agriculture biologique. Des éléments qui font partie d'un cahier des charges très précis et certifiant au travers de la délivrance d'un label. Parmi eux, on trouve bio-solidaire, bio-équitable, mais aussi nous avons Fairtrade Max Havelaar, nous avons EcoCert équitable, également WFTO et le symbole des producteurs paysans. Enfin, le commerce équitable, ce sont de nombreux produits allant de l'alimentation à l'artisanat, en passant par le tourisme. Les plus connus, en général, sont ceux qui ne sont pas substituables. Je pense au thé, au café, au coton. Il y en a bien d'autres, les cosmétiques par exemple, et à ranger dans le service de tourisme équitable. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site jeconsommeéquitable.fr. Le commerce équitable permet, entre autres, d'acheter des productions au prix juste. Mais c'est également un levier pour le développement durable. Enfin, sachez qu'il existe une large gamme de produits issus du commerce équitable. J'aimerais bien rencontrer ce petit producteur de café. D'après les photos sur le paquet, il a l'air très sympa. Alors, je voudrais m'assurer, est-ce que tout le monde a pu au moins regarder les deux vidéos? Si oui, qui peut faire des commentaires? Commentaires rapides. Si vous avez compris. Bon. Professeur? Oui, allez-y. Voilà, donc, vraiment les deux, excusez-moi, mon micro. Voilà, ce que j'ai compris rapidement, même si le film était très rapide. Ouais. Voilà, donc, ils ont parlé de le commerce équitable, c'est d'avoir renoué des relations plus justes entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ils ont parlé des prix fixes des produits. Voilà, des produits. Et notamment ici, ils ont pris quand même l'exemple du café. Et là, le respect de l'environnement en est sorti aussi. Donc, le fait que les prix, ils font des prix justes, c'est pour permettre aussi aux producteurs de vivre dignement de leur production.
Parce que comme on sait, s'il n'y a pas d'équité, certains vont profiter mieux. Il peut y avoir des payeurs qui vont payer à prix bas, alors que ceux qui ont travaillé peuvent ne pas trop bénéficier. Maintenant, ils ont étendu ce commerce à d'autres produits, voilà, comme les Adi, les Sniphone, jusqu'à 30 000 produits ainsi. Et finalement, il y a juste 1,3 million producteurs qui bénéficient. Et je pense le deuxième film aussi, voilà, parle effectivement de presque de la même chose. C'est toujours garantir aux petits producteurs de vivre dignement de leur œuvre et en fixant des critères bien déterminés du respect de l'environnement. Et ils ont cité quelques produits aussi, dont les produits entrant dans le cadre de l'alimentation, l'artisanat. Ils ont cité le thé, le café, le coton. Ça nous intéresse ici parce que nous sommes un pays cotonculteur. Voilà. Et voilà. Ok. Donc, ils ont parlé de l'achat de ces produits plus sûrs, voilà, des produits qui sont plus sûrs parce que on sait leur origine et on sait que on n'a pas piétiné des gens pour les revendre quelque part. Et un peu pour l'exemple, à un certain moment, je pense il y a les États-Unis qui voulaient sanctionner la Côte d'Ivoire à un certain moment parce qu'ils ont utilisé des enfants dans les champs de cacao. Bon, merci. Ok. Voilà, merci bien, docteur. Et une autre personne, mais là, pas pour faire les détails, parce que Hervé a pratiquement tout résumé, mais pour voir les conséquences de ce commerce-là. Quelles sont les conséquences et puis c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? Qui peut aller dans ce sens quoi? Qui peut faire une intervention dans ce sens-là? Les conséquences de ce commerce équitable. Oui, professeur. Allez-y. Le problème rencontré pour ce genre de commerce est l'indisponibilité des produits à un moment. Okay. Il y a une forte demande des consommateurs et pourtant ces produits ne sont pas disponibles sur place. Là, c'est le problème. Le second est qu'on vend des produits en fonction du prix de la production. Le prix que tu mets pour produire, c'est pour la production, tu vends le produit au même prix, quoi. Juste, il n'y a pas de gain, mais sauf s'il y a une aide. Parce que souvent, il y a des gens qui apportent des aides. Peut-être que ceux qui payent les matériels pour la production autre. Je pense que ça, c'est un souci. Ok. D'accord. Mais qui d'autre a vu d'autres conséquences que Mohamed n'a pas vues? Monsieur? Oui. Moi, je peux. Ah non. Ah bon. Allez-y, quelqu'un d'autre. Professeur? Oui. Les inconvénients, les conséquences peuvent être entre autres, c'est-à-dire que les problèmes de prix. Oui. C'est-à-dire les conséquences de l'environnement. Le prix est comment? Bon, le prix est quand même bon pour une partie, mais peut-être est-ce que c'est trop bon pour l'autre partie. Le prix est fixe, professeur. Sois précis. Le prix est comment? C'est ce que je veux que vous faites ressortir. Bon, le prix, on dirait que le prix serait en tout cas équitable, mais est-ce que, bon. Professeur. Allez-y, Abdoulaye. Développez, allez-y. Voilà, laisse les prix, allez-y. Oui. Ok, d'accord. Donc, il y a le problème de prix, peut-être qu'il va se poser. Il y a aussi, est-ce qu'il doit y avoir aussi, à la longue, ça risque des conséquences de l'environnement?
Bon, maintenant, s'il y a aussi manque de diversité et aussi peut-être la multiplication peut-être des labels. Voilà, ce sont peut-être entre autres les conséquences ou inconvénients, en tout cas, de ces commerces. Ok, donc je ne suis pas totalement satisfait encore. J'ai demandé un dernier intervenant. Ok. Oui, allez-y. Qui d'autre a vu d'autres conséquences? Abla a parlé des prix, mais je vais s'il y a quelqu'un qui a compris un peu ces prix-là. C'est quoi ces prix-là? Est-ce que les prix même est un facteur de problème à l'achat? Est-ce qui a bien écouté cette partie? Qui peut intervenir dans ce sens? Professeur? Oui, Mohamed. On parlait d'un prix fixe, quoi. Prix fixe, bon. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas un problème quand on dit le prix est fixe. C'est ça? Bon. Oui, ce n'est pas un problème pour l'acheteur. Mais c'est un problème pour le vendeur. C'est un problème pour le vendeur? Oui, parce que quel que soit le lieu où tu vas vendre ton produit, il sera toujours fixe, c'est le même prix. Je pense que là, il y a un problème à ce niveau, pour les vendeurs eux-mêmes. Pour les producteurs, quoi. Ok, d'accord. Oui, qui d'autre? Ok, maintenant, au fait, pour les prix, en réalité, ce que vous dites, c'est tout le contraire, au fait. Moi, j'ai acheté des produits équitables à Paris. Comme lors de la présentation, je vous ai dit, j'ai fait mon master en environnement à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Donc, c'était un master d'environnement et développement durable. On amenait les étudiants à faire beaucoup de présentations sur différents thèmes sur l'environnement et on allait aussi se renseigner sur, comment on appelle ça, pratiquement localement, ce qui se trouve. Par exemple, nous, on a eu à travailler aussi sur ce commerce équitable. C'est pourquoi je vous ai montré même cette vidéo-là, pour que vous sachiez que c'est un problème. En fait. Par exemple, si vous partez dans un supermarché, un produit qui est équitable, par exemple, comme vous avez dit café, le café équitable et l'autre café qui n'est pas équitable, selon vous, lequel est plus cher? Celui qui n'est pas équitable. Voilà, donc c'est tout à fait le contraire, en fait. C'est le produit équitable qui est très cher, en fait. C'est professeur. Oui, c'est tout à fait parce que je ne sais pas si on a suivi la vidéo. Ouais, docteur, c'est vrai que tu as bien compris pourquoi c'est cher. Si tu peux dire pourquoi le produit équitable est cher, allez-y. Voilà, tout brièvement, parce que si j'ai bien suivi la vidéo, ils ont misé beaucoup sur les producteurs. Ouais. Parce que si le prix n'est pas cher, ça veut dire déjà le prix des ventes chez le producteur n'est pas bon. Et ça va aggraver leur pauvreté. Ils travaillent sans rien trouver. Ouais. Donc, il faut payer vraiment à un prix correct qui puisse faire vivre ces gens-là pour qu'ils puissent continuer leur production et qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Voilà. Ouais. Donc, c'est justement le cas. Exactement ce qu'il a dit, en fait. Pour le commerce équitable, les gens n'arrivent pas à acheter. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est ça, parce que ça coûte cher. Maintenant, pour ceux qui sont sensibles, qui veulent que le producteur puisse avoir des bénéfices sur son produit, c'est eux qui vont vers le commerce équitable parce qu'ils savent que s'ils achètent, le producteur va avoir au moins le même prix. C'est pourquoi on dit le prix équitable. Que ce soit les vendeurs, les producteurs, toute la chaîne là, c'est le prix qui est équitable. Mais ce n'est pas au marché, on va dire, ah donc on a dit c'est un prix fixe, c'est un prix équitable, c'est moins cher. C'est ça le problème en fait, c'est justement ça le problème. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui connaissent, c'est une parenthèse, l'artiste Tikenja Fakoly. Tikenja Fakoly, il a fait une interview sur TV5 Monde à l'époque, je ne me rappelle pas de l'année, et on a demandé
Par exemple, c'est vraiment une parenthèse, hein, c'est pas un lien direct, mais c'est un lien indirect avec cette partie-là. On a demandé, est-ce que lui, il est en train de chanter pour le développement de l'Afrique, il est en train de chanter, dire que l'Afrique a de potentiel, etc. Est-ce qu'il croit lui-même à l'avenir qu'un jour, ce continent-là puisse au moins surpasser, entre guillemets, les autres continents? Est-ce que ce continent puisse aller de l'avant comme les autres sont développés? Maintenant, avant de répondre directement à cette question, il a donné des exemples. Par exemple, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Ghana. La production mondiale de cacao, c'est les deux pays combinés, ça fait 60%. La production mondiale, hein, je dis bien mondiale. La Côte d'Ivoire, 40%, et le Ghana, 20%. Donc, ça fait 60% de la production mondiale de cacao. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'ils mangent les chocolats et les dérivés à base de chocolat. Au fait, ça, à 60%, ça vient de l'Afrique. Mais comment c'est possible que ce sont ceux qui produisent qui sont les plus pauvres, alors que ceux qui ne font que consommer et vendre sont les plus riches? C'était à l'introduction, c'est pourquoi j'ai fait ressortir juste cette partie-là, pour que vous compreniez un peu ce commerce qui n'est pas équitable dans ce monde-là. C'est des gens qui vont fixer des prix sur d'autres qui produisent et qui font tout le travail, en fait. Ceux qui font le vrai boulot ne profitent pas de leur travail. C'est pourquoi on dit que c'est pas durable. Quand on parle de durabilité, à un moment donné, il y aura un problème, en fait. C'est pourquoi, pour que ça soit durable et que ceux qui produisent ne se sentent pas lésés sur le fruit de leur travail, il faut obligatoirement instituer un mécanisme d'équitabilité. D'où la notion de commerce équitable. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Donc, je vais proposer une pause de 10 minutes. Après ça, on va démarrer. Si vous avez d'autres questions, on pourra revenir sur ça. Donc, pause de 10 minutes, il est 18h12. Donc, à 22, on recommence. Donc, à tout à l'heure. Ok.
Ok, donc nous allons devoir reprendre. S'il y a des questions, on va prendre ces questions-là et ensuite on va continuer rapidement avec la présentation diapo sur le développement durable. Donc à vous. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous allons continuer. Professeur? Oui. Moi j'avais une question. Excusez, je venais d'arriver. Allez-y. Non, c'est par rapport au protectionnisme. Moi, je voulais si vous pouvez nous expliquer un peu. Le protectionnisme. Oui, oui. Et que vous avez entendu dans une des vidéos. Voilà. Oui, bon, mais quand ils disent le protectionnisme, c'est les gens qui veulent protéger les producteurs, quoi. Les producteurs. Oui. Pour le commerce équitable. Donc, c'est devenu comme genre une doctrine, quoi, en fait. D'accord, je vois. C'est ça. Oui, oui. Parce que parfois, allez-y. Oui, je dis parce que parfois je vois que les États-Unis ont été parfois taxés par d'autres puissances de ces mots. Ça veut dire qu'on peut aussi, ces mots peuvent aussi avoir ses effets pervers. Effectivement, c'est vrai. c'est vrai, effectivement. Je suis bien d'accord. Merci. Ok. Alors, professeur. Allez-y. C'est Kostiaka. Allez-y. J'aimerais poser la question, est-ce que ces produits qui rentrent dans le cadre du commerce équitable, c'est spécifiquement les produits agricoles ou bien d'autres produits en font partie? Parce que je voulais citer le cas de l'or au Mali, par exemple. Ok, maintenant je vais laisser Dr Hervé répondre à ça. Il a tellement bien résumé. Oui, docteur Sako, reprend la question. Oui, donc la question c'est de savoir est-ce que les produits qui rentrent dans le cadre du commerce équitable, est-ce que c'est spécifiquement les produits agricoles ou bien il y en a d'autres produits qui en font partie, comme exemple le cas de l'or au Mali? Allô? Oui, allô, oui. Oui, est-ce que c'est bien noté? C'est bien noté, oui. Ok. Bon, professeur? Oui, allez-y, je vous écoute. D'accord. Bon, quand on prend le cas, par exemple, de l'or du Mali. Non, le cas de l'or. On dit, est-ce que c'est uniquement les produits agricoles? Non, c'est pas uniquement les produits agricoles. D'autres produits peuvent entrer en jeu, bien sûr. D'autres produits peuvent être dans le commerce équitable. C'est pas uniquement les produits agricoles. Parce qu'on a, oui, je cite l'exemple par rapport à la vidéo qu'on a vue tout de suite. Ils ont parlé des vêtements, même la téléphonie. Voilà. Tout ça peut entrer. Les chaussures et tout. Tout cela peut entrer en ligne de compte du commerce équitable. Oui. Ok, voilà. C'était ce que je voulais en fait, parce que vous avez détaillé tout ça. Dans la vidéo, c'était bien présenté. On a mis plusieurs produits qui sont en concurrence à ce moment-là. Alors, c'est pas uniquement des produits agricoles. Maintenant, pour ce qui concerne l'or, ça, il va falloir que je fasse moi-même des recherches par rapport à ça. Sinon, à mon avis, je ne sais pas si ils sont au niveau des produits miniers, si les produits miniers ont été labellisés en ce qui concerne le commerce équitable. Donc, vous pouvez noter ça comme question. Je vais faire des recherches si je trouve. Ok. Voilà. Merci, professeur. Ouais, c'est bon. Ouais. Merci. Y a-t-il d'autres questions?
Bien, donc on peut continuer alors. On va continuer sur le développement durable pour finir ça rapidement aujourd'hui. On a donné les 3 piliers du développement durable. Toujours retenez ça. Je vous demande pas de bicher, hein, mais on retient seulement parce que c'est très facile de retenir. Le pilier économique, vous voyez, hein, le diapo est là. Le pilier social, le pilier écologique. Donc, il faut forcément la combinaison de ces 3 piliers. Il se peut qu'un projet est très bénéfique sur l'aspect économique, mais socialement, c'est pas bon pour la population. Ou bien, du point de vue écologique, ça détruit la nature. Donc, tout ça, c'est des projets à éliminer. Un projet peut être profitable sur l'environnement aussi uniquement, mais ça ne profite pas de façon économique et ça ne peut aussi profiter au social. Ça aussi, c'est un projet à éliminer. Ne pensez pas que si c'est bon sur l'environnement, seulement on maintient. Non, 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 pas du tout. Il faut qu'il y ait la corrélation entre ces 3 piliers. Un projet vivable, un projet viable, un projet équitable. Donc, c'est ça qui rentre dans la durabilité. C'est très important que vous retenez ces 3 piliers. Donc, on a dit, à ces 3 piliers, il y a le non-dit, hein. C'est le non-dit. C'est généralement un pilier qu'on n'exprime pas. Donc, ça, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance définie par le programme des Nations Unies pour le développement. On a dit, la bonne gouvernance peut être considérée comme l'exercice des pouvoirs économiques, politiques et administratifs pour gérer les affaires des pays à tous les niveaux. La bonne gouvernance est participative, transparente et responsable. Elle est aussi efficace et équitable. Elle assure que les priorités politiques, sociales et économiques sont fondées sur un large consensus dans la société et que les voix des plus pauvres et des plus vulnérables sont au cœur du processus de décision sur l'allocation des ressources pour le développement. Maintenant, les exigences du développement durable. Le développement durable, qu'est-ce que ça exige? Alors, nous notons de bien connaître les milieux naturels et humains, respecter les valeurs et la culture des populations. C'est très, très important. Par exemple, il y a un exemple, un projet routier qui est passé dans un village au Mali. Dans ce village-là, lorsqu'il y a eu la consultation publique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la consultation publique, c'est la réglementation nationale aussi en vigueur pour tout grand projet. Il faut réunir ce qu'on appelle les notabilités, réunir les autorités administratives, réunir, comment on appelle ça, la population, toutes sortes, hein, jeunesse, femmes, tout. Donc, les expliquer le projet, les expliquer les enjeux potentiels du projet. Donc, lors de cette consultation publique, normalement, le projet de route devrait passer sur un ancien cimetière. Mais les cimetières, là, ceux qui sont venus faire l'étude technique, parce que l'étude technique, souvent, on n'a pas besoin de s'adresser à la population. Souvent, on va même pas dire bonjour au chef de village. On fait l'étude technique par rapport à l'existant. Donc, on ne pouvait pas savoir que ça, c'est un ancien cimetière qui est là. Ils ont fait les plans, ils ont fait tout par rapport à ça. Maintenant, l'étude environnementale, obligatoirement, il va falloir s'entretenir avec la population. Il n'existe pas un environnementaliste au monde qui va faire son travail sans impliquer la population. Donc, c'est la population qui est la base parce que c'est le social. Donc, lors de la consultation, on a montré le plan.
du projet de route. Et la population a dit, non, ça, ces cimetières, on ne peut pas le toucher. Parce que c'est un lieu hanté, comme vous savez. Un lieu hanté au Mali, vous savez ce que c'est. Là-dedans, ils ont dit beaucoup de problèmes. Et il y a d'autres aussi qui ont des parents qui sont très chers pour eux. Ils ne veulent pas qu'on les déplace, qu'on touche à leur corps pour les déplacer dans d'autres lieux. Donc, pour eux, vraiment, c'est pas... L'éthique, ça touche à l'éthique. Donc, l'environnementaliste en question, en réalité, a noté tout ça dans son rapport et a demandé qu'on change le trajet. Donc, ils ont demandé aussi à la population quel sera le bon trajet pour minimiser aussi, notez bien cela, hein, minimiser l'impact économique. Parce que si les techniciens vont sur le terrain, ils regardent qu'est-ce qui peut être bon aussi sur l'aspect économique. Donc, l'aspect social est là. Il faut prendre compte aussi de l'aspect environnemental et social. Donc, c'est un exemple pour vous dire que ça, on a changé les trajets. On a changé les trajets de la route, du projet de la route, en évitant les cimetières, tout en faisant, en tout cas, les options. On a eu des cartes d'options. C'est-à-dire que si l'autre plan n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut prendre, etc., etc. En tout cas, en jouant un peu aussi sur le coût, l'option qui peut au moins être beaucoup plus profitable sur l'aspect coût. C'est un exemple. Donc, on doit aussi évaluer les besoins fondamentaux de la population. C'est la même chose. Si vous voyez que dans les villages, au Mali, généralement, les ONG, les autres projets, ils demandent pas les besoins de la population, ils vont construire quelque chose qu'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin. Et juste après leur retour, on voit que ces ouvrages-là ne sont pas utilisés. Parce qu'en réalité, on n'a pas demandé à la population qu'est-ce qu'ils ont besoin. Si on demande à la population, notez-nous 10 besoins fondamentaux que vous avez vraiment besoin. Ils vont citer ces 10. Parmi les 10, demandez-leur aussi 3 parmi les 10. Tous les 10 là, 3 que vous avez vraiment besoin. Ils vont vous le dire. Et si les 3, demandez-leur si vous voulez que je fasse quelque chose, qu'est-ce que vous choisirez? Bien, donc ça, on appelle ça le besoin de la population. Au lieu d'aller faire un investissement qui ne va pas profiter à long terme. Donc, de la même manière, établir des programmes accessibles d'éducation au développement durable pour que chacun comprenne la dynamique des relations homme-nature. Distribuer équitablement les fruits de la richesse, assurer l'équilibre entre la démographie et la base aussi des ressources. Une minute. Ok, je m'excuse, on va continuer. Alors, je disais, assurer l'équilibre entre la démographie et la base des ressources, minimiser la vitesse d'épuisement des ressources non renouvelables et accroître l'utilisation rationnelle des ressources renouvelables. Comme exigence aussi du développement durable, motiver nos styles de vie, établir de nouveaux indicateurs du développement. Maintenant, il y a eu des accords. Donc, je vais lire rapidement ces accords-là sur le développement durable. Ça a commencé par la conférence de Stockholm. Stockholm, c'est quel pays? Qui va me répondre rapidement? Pays-Bas. Stockholm, c'est Pays-Bas. Ah non, c'est la Suède. Oui, c'est la Suède, c'est ça. Ok, donc à l'issue de cette conférence,
On a dit plusieurs points d'accord ont été obtenus et figurent dans la déclaration de Stockholm et le plan d'action de Stockholm. Ça, on peut dire, c'est de là que ça a commencé. Hein. On va pas dire qu'avant ça, il n'y avait pas une prise en compte des notions d'environnement. Mais la prise en compte officielle de ces notions par des accords, ça a commencé à Stockholm en 72. Là-dedans, il y en a plusieurs. Hein. J'ai fait retirer quelques points là. Le droit des hommes de vivre dans un environnement sain. Droit qui constitue également un devoir. La clarification du lien entre environnement et développement. Donc, tout ça, c'est détaillé dans cette déclaration de Stockholm et le plan d'action. La nécessité d'intégrer des considérations en matière d'environnement dans les efforts de développement des différents pays. La nécessité de poursuivre et d'élargir la discussion sur l'environnement en raison de la complexité de cette question. Maintenant, pour la mise en œuvre du plan d'action, il fut décidé la création du programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, c'est à l'issue de ça qu'on a décidé de mettre en place un plan d'action. Donc, et la création du PNUD. Et le PNUD, on a dit ici, son siège est à Nairobi, Kenya. Et en plus, des conventions furent signées. Et l'une sur le patrimoine mondial, donc patrimoine culturel et patrimoine naturel. L'autre sur la prévention de la pollution des mers. Ensuite, la conférence de Nairobi en 77. Pendant que des experts de plusieurs pays du monde discutaient de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la biosphère sous l'égide de l'UNESCO, une sécheresse s'abattait sur le Sahel en 1968 et dura jusqu'en 1973. Cette catastrophe naturelle qui avait sévi pendant 5 ans poussa les Nations Unies à organiser une conférence sur la désertification à Nairobi en 1977. Malheureusement, les controverses des spécialistes sur les causes du phénomène n'avaient permis une prise en charge, une prise de conscience rapide. C'est à la suite de la très mauvaise année de 1984 qu'on commencera à considérer la désertification comme un véritable problème d'environnement, notamment la tenue en novembre 1984 d'un séminaire régional à Nouakchott sur cette question. À l'issue de ces séminaires, une stratégie régionale de lutte contre la désertification dans les pays du Sahel a été élaborée sur la base de 2 objectifs suivants. D'abord, la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et en particulier l'autosuffisance alimentaire, la préservation du capital foncier et écologique et la réhabilitation de son potentiel productif. Il y a aussi le rapport sur le développement durable 1987. Sur mandat de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission sur l'environnement et le développement dirigée par Brundtland, c'est pourquoi on dit le rapport de Brundtland, ce qu'on a dit comme définition lorsque j'ai commencé la science du développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc c'est ces rapports-là, c'est dans ces rapports-là qu'on a cette définition-là. Là-dedans aussi, ces concepts intègrent des considérations essentielles. Il y a la satisfaction des besoins essentiels, et plus précisément, c'est des populations les plus démunies qui doivent constituer la priorité du développement. Ensuite, le respect de la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Il y a aussi la conférence de Rio de Janeiro, 1992. Donc, cette conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement avait pour but d'évaluer le chemin parcouru depuis Stockholm
et d'asseoir une coopération plus soutenue entre les États dans le domaine de l'environnement et le développement. C'est l'événement politique la plus médiatisée à l'échelle mondiale. C'est pourquoi les gens pensent que la notion d'environnement a commencé à Rio. Elle a réuni 100 chefs d'État et de gouvernement et 182 pays, 10 000 participants représentant 9 000 organismes, 9 000 journalistes, etc. Parallèlement à la rencontre officielle, se tenait également celle des ONG qui avaient regroupé des milliers d'organisations du monde entier. La réunion de Durban en 1995. Alors en juin 1995 s'est tenue à Durban une réunion des ministres africains de l'environnement consacrée aux études d'impact sur l'environnement. Donc, je vais aussi vous présenter, après cette présentation, on aura une présentation sur l'étude d'impact environnemental et social. Qu'est-ce que c'est, comment on l'élabore, quelles sont les exigences de cette étude-là et quels sont aussi les contenus de cette étude d'impact environnemental et social. À l'issue de cette réunion ministérielle, les actions prioritaires suivantes à entreprendre immédiatement ont été retenues. Alors, recourir aux études d'impact sur l'environnement en tant qu'outil de planification permanent et renforcer les cadres institutionnels et juridiques afin de veiller à ce qu'il y ait application effective des mesures prises pour la protection de l'environnement. Assurer la pleine intégration de cet outil ainsi que la prise en compte des réalités biophysiques et socio-économiques depuis le stade de la formulation des politiques, plans, programmes et projets. On appelle ça les 4 P. Politique, plan, programme et projet. On va revenir aussi sur l'une des présentations, jusqu'au stade de leur mise en œuvre et leur évaluation. Sensibiliser les politiques, les administrations et les responsables du secteur privé de la nécessité d'intégrer les études d'impact sur l'environnement à la planification du développement. Actuellement, on ne dit plus études d'impact sur l'environnement. On dit études d'impact environnemental et social. Donc, on a ajouté le mot social à l'environnement pour que l'étude ne se limite pas uniquement sur les impacts sur l'environnement en oubliant les impacts sur le social. On a ensuite le deuxième sommet de la Terre et les rencontres postérieures. Le deuxième sommet de la Terre s'est tenu en 1997 pour faire le point des progrès accomplis depuis Rio. À ces propos, un constat d'échec, malheureusement, a été fait quant aux résolutions prises à Rio. Pire, la plupart des pays développés n'ont pris aucun engagement pour concrétiser la coopération internationale en matière d'environnement. En décembre 1997, la communauté internationale s'est réunie à Kyoto dans le cadre de la Convention cadre sur les changements climatiques. Au cours de cette rencontre, les pays industrialisés se sont engagés à réduire de 5% leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors là, je vais demander aussi à un volontaire au cours prochain de nous présenter ce que c'est que gaz à effet de serre en 5 minutes pour que les uns et les autres puissent savoir. Donc, en dehors des 3 qui se sont portés volontaires pour le thème, donc qui peut en tout cas se porter volontaire pour parler en 5 minutes de gaz à effet de serre. La séance prochaine, je vais noter ça. J'espère que mon micro n'est pas fermé. Non, pas du tout, professeur. Allez-y. Je n'ai pas un volontaire? Oui, il y a un volontaire. Ok. Le nom, s'il vous plaît. Docteur Aboubacar Diarra. Docteur Aboubacar Diarra.
On a déjà noté ça, non? Oui. Non, vous êtes déjà dans les présentations. Non. Comme personne ne se prononce. Non, non, j'ai dit quelqu'un différent des trois. Bon. Oui. Alors, professeur? Oui, allô? Je vais essayer. Allez-y, c'est quel nom? Charles. Charles Awantor. Ok, Oui. voilà, Charles. Donc, les gaz à effet de serre, vous faites une recherche rapide sur ça sous forme de PowerPoint. Et vous allez nous présenter ça en 5 minutes. Il ne faut pas dépasser les 5 minutes. Voilà. Ça marche. Ok, merci. Merci. Maintenant, réduire de 5% leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a dit ici gaz carbonique, méthane, oxyde d'azote, etc. et à aider les pays sous-développés à se conformer aux dispositions de cette convention. En ce qui concerne la protection de la couche d'ozone dégradée par les chlorofluorocarbones, on est en train d'entrer un peu dans les cours de Charles. Beaucoup de progrès ont été réalisés en termes d'accords limitant les émissions dans les pays développés et promouvant la coopération avec les pays pauvres. Le protocole de Montréal en 87 et accord de Londres en 89. Maintenant, en 98, la communauté internationale s'est réunie en Slovaquie pour poursuivre la discussion sur la diversité biologique. On a aussi le sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg 2002. Les États présents à Rio en 92, de 92 en 2002, vous voyez, ils étaient déjà 10 ans, ont affirmé que tous les États et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable de développement durable, afin de réduire les différences de niveau de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde, principe 5 de la Déclaration de Rio. Mais à Johannesburg, 10 ans après, le constat a été un échec. Plus de la moitié de l'humanité vit toujours dans la pauvreté. Les pays nantis n'ont pas accompagné leurs discours et leurs promesses d'action significatives. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on vient de quitter la COP26. Une des séances, là, je vais demander aussi à quelqu'un de nous faire juste le point sur ça. Quel a été le point sur la COP 26 et qu'est-ce qui fait qu'une COP? C'est quand est-ce que les COP là ont commencé? Et maintenant, la COP 26 qui vient de se tenir là, quelles ont été les résolutions? Je vais demander ça prochainement à quelqu'un qui va aussi se porter volontaire pour nous faire le résumé de ça en 5-10 minutes. Je vous remercie de votre aimable attention par rapport à cette présentation. Nous allons passer aux questions, s'il y en a, et des éléments de réponse par rapport à cette présentation. Bien, à vous. Professeur. Oui, donc je rappelle, juste après ces cours, je vais envoyer ça à l'administration pour vous transmettre. Donc, ça va permettre déjà de bien vous préparer. Même après lecture, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, vous pouvez toujours me contacter, on peut échanger. Allez-y, allez-y. Voilà, moi, c'est tout juste une petite question d'éclaircissement. Oui. Allez-y. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les inconvénients du commerce équitable? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Et, oui. Oui, bon, maintenant, en réalité, le commerce équitable, c'est ce qui est souhaitable. C'est ce qui est souhaitable, c'est-à-dire, c'est ce commerce qui va répondre aux aspirations
du développement durable en réalité. Parce que s'il y a ce commerce, ça veut dire quelqu'un qui produit en Afrique, c'est un exemple, il va avoir les mêmes gains que celui qui va vendre en Occident. Vous voyez tellement c'est bien. Et ça réduit la pauvreté. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde capitaliste. Et même ici, hein, quand vous partez au marché, généralement le plus cher, les gens ne prennent pas. Vous voyez même les offres qu'on a au niveau des entreprises et tout. Quand on fait des offres, on dit toujours le moins disant. Ah, il faut prendre celui qui propose les mêmes produits au moindre prix. Donc, nous sommes résumés aux histoires des prix, uniquement en disant que le commerce équitable est cher, c'est très cher, voilà, un produit bio. Par exemple, les produits bio qu'on retrouve dans les alimentations en Occident, c'est des produits qui sont chers, mais en réalité, il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a aucun problème. Et même, vous pouvez aller à la source, hein, c'est quand on dit labelliser, pour ceux qui ne savent pas, labelliser, ça veut dire qu'on peut remonter jusqu'à la source, vérifier. C'est ça un produit, un label. Donc, on ne peut pas créer un label comme ça. Donc, on remonte jusqu'à la source. On peut aller vérifier ce qu'ils sont en train de produire. Est-ce que c'est réellement biologique, des produits biologiques? Un exemple, hein, parmi tant d'autres. Donc, mais c'est pas accompagné par le pouvoir public. C'est pas accompagné par les économistes, entre guillemets. Parce que c'est les gens qui aiment l'éthique. Par exemple, moi, je connais des personnes, même à Bamako, quand ils voient des, entre guillemets aussi, hein, des pauvres dames qui sont en train de vendre des choses, ils les donnent même ils achètent quoi pour les aider à subvenir à leurs besoins. C'est juste compassion envers ces personnes-là. Voilà, donc, c'est au lieu que ça soit quelque chose qui sera réglementaire, une exigence entre les pays, une obligation des grandes firmes internationales, ce n'est pas le cas. C'est un choix, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire le commerce équitable. Il n'y a pas un traité entre les pays pour exiger ce commerce-là. Donc, s'il n'y a pas le cas, ça ne va pas arranger, en fait. Et comme quelqu'un l'a dit, je pense que ça doit être Dr Abdoulaye. Le vendeur qui vend, c'est Mohamed, je pense. Le vendeur qui est en train de vendre, il va dire, oh, les gens ne viennent pas. C'est cher, c'est là depuis longtemps. L'autre là est là, on a écoulé ça. L'autre produit est venu, on a aussi écoulé. Mais le commerce équitable est là. Donc, par fini, il va abandonner. C'est pourquoi on voit que dans les rayons, au moins, les gens commencent à faire juste le minimum pour ne pas perdre certains clients qui aiment le commerce équitable. Mais bon, malheureusement, tel n'est pas forcément le cas. Mais, en dehors de ça, il faut aussi noter que c'est devenu aussi un business. Il y a d'autres qui le font. C'est comme le truc halal. Je m'excuse hein, pour ceux qui ont des croyances par rapport à ces trucs. Maintenant, en Europe, c'est devenu un autre problème. Hein. Il y a des gens, ils vont mettre le marché halal. Ça veut dire que ça est régi au truc de l'islam. Comment on appelle ça? Surtout les viandes là. Voilà, les viandes. En tout cas, tout ce qui est produits alimentaires là, hein, ils mettent halal dessus. Et puis avec des cachets, des trucs comme ça. Mais là aussi, c'est une parenthèse, hein, le label aussi, souvent il y a d'autres qui commencent à produire, à dire certains produits, si vous n'allez pas vers la source pour vérifier, il peut y avoir des cas d'arnaque. Il peut y avoir des cas d'arnaque. C'est pourquoi il y a certains labels qui ont été même attaqués, d'autres même supprimés, etc., etc. Parce que l'homme, en réalité, quand on dit quelque chose peut être bien, profitable, il y a certains qui les pirates, quoi. Voilà, toujours, voilà, profiter de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à
la question. Oui, c'est bien compris. Oui. Maintenant, s'il y a d'autres questions, allez-y. Allô, professeur? Oui, ça va. Oui. Je voudrais savoir comment